La première institution qui a reconnu la révolution libyenne, c'est le Parlement européen. Il a été aussi le premier à dépêcher une délégation parlementaire à Benghazi. Le Parlement européen, symbole de la démocratie européenne, il est le seul organe dont les membres jouissent d'un soutien populaire. Voilà pourquoi l'Union européenne pourrait hériter d'un rôle civil en Libye. Madame Anna Gomes, rapporteure du Parlement européen pour la Libye, qui a conduit une délégation parlementaire à Benghazi au mois de mai dernier, c'est elle qui aussi repartira très prochainement à Tripoli. Elle est mon invitée aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de questions qui concernent directement la Libye et je l'interrogerai aussi sur la position ambivalente du pouvoir algérien vis-à-vis de la révolution libyenne. Madame Gomes, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a déjà décidé de la date exacte de votre départ à Tripoli ? Bon, je suis en train de préparer mon voyage à Tripoli pour recueillir des informations pour le Parlement européen et je compte y aller dans les prochains jours, fin de la prochaine semaine. Alors, justement, quelle va être la principale mission cette fois-ci sur place à Tripoli? Je suis rapporteur du Parlement européen sur la Libye. J'étais au mois de mai à Benghazi. En rentrant, j'ai fait circuler à tous mes collègues membres du Parlement européen mon rapport, mes impressions et qui ont donné des indications pour notre interaction avec les autres instances européennes, notamment Madame Ashton, haute représentante pour la politique extérieure. Nous avons d'ailleurs encouragé, nous l'avions déjà fait avant et nous l'avons soutenue quand elle a décidé d'ouvrir le bureau de l'Union européenne à Benghazi. Maintenant que les choses avancent à Tripoli et qu'un gouvernement sera bientôt en place, on espère, je crois que c'est le moment de revenir à Tripoli pour moi, d'obtenir, parler avec tout le monde, des civils, des organisations de la société civile, mais aussi les autorités, les responsables civils, militaires, recueillir des informations pour permettre au Parlement européen bientôt de prendre position, de faire des recommandations dans une résolution, mais aussi dans l'interaction quotidienne avec Madame Ashton, le service d'action extérieure de l'Union européenne et toutes les autres instances concernées de la Commission et du Conseil. Alors, est-ce que lors de cette visite que vous allez éventuellement annoncer l'ouverture d'une représentation de l'Union européenne à Tripoli ? Non, ça ne dépend pas de moi et je vais en tant que rapporteur du Parlement européen plutôt pour recueillir des informations, les apporter au Parlement et informer notre action. Mais bien sûr que beaucoup de nous pensent déjà, et par exemple mon groupe politique l'a déjà fait savoir publiquement, que nous voyons avec de bons yeux l'ouverture d'une délégation formelle de l'Union européenne à Tripoli le plus tôt possible. D'ailleurs, on sait qu'en ce moment, il y a des représentants du service d'action extérieure, M. Miozo et d'autres, à Tripoli, justement pour voir les conditions, pour identifier les besoins, mais aussi les conditions pour établir cette présence européenne. Nous pensons que ça, c'est très important parce que il faut que l'Union européenne joue son rôle là-bas, et notamment pour encadrer les États membres. On ne veut pas revenir à la situation d'avant qu'on avait avec le régime de Kadhafi, où quelques pays, soit à cause des liens historiques, soit à cause des intérêts spécifiques liés au pétrole, menaient ces relations, ou liées par exemple à l'exploitation des questions de migration, menaient ces relations sans aucun regard aux valeurs et aux principes de l'Union européenne.
européenne. C'est capital que l'Union européenne et Madame Ashton et son service d'action extérieure jouent leur rôle dès le début pour que quelques-uns de nos États membres essaient de tirer profit de quoi que ce soit, notamment des soutiens qu'ils ont donnés ces derniers mois dans la campagne militaire. Donc c'est à l'Union européenne qu'il faut jouer ce rôle. C'est une occasion pour l'Union européenne pour montrer déjà au monde que désormais il y a une véritable politique extérieure commune. Absolument. Et je crois que la Libye a les conditions pour être en cas de succès, donc de transition démocratique, bien sûr, tout en comprenant qu'on a tout à bâtir. Les Libyens auront tout à bâtir parce que le régime de Kadhafi, justement, se prévalait du fait qu'il n'y avait pas d'institution de l'État. Alors, il faut les construire. Le rôle de l'Union européenne, c'est de proposer une aide politique. Alors, aussi. Qui va payer la facture de cette aide politique? Mais nous allons payer la facture, mais finalement, quand on parle de la Libye, c'est un pays riche qui a aussi des moyens pour payer cette facture et qui veut, d'après mes contacts avec mes interlocuteurs du Conseil national de transition, veut absolument cette aide de la part de l'Union européenne pour bâtir des institutions démocratiques. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'Union européenne qui doit jouer ce rôle et pas quelques-uns des États membres, donc avec leur propre agenda national lié à des intérêts particuliers, notamment liés au pétrole. Mais c'est aussi le moment pour les Nations Unies de jouer un rôle décisif dans ce processus de construction. J'ai appris que l'Union européenne ne va pas agir seule, mais sous la houlette des Nations Unies. Alors pourquoi les Nations Unies ? À mon avis, l'Union européenne doit agir avec les Nations Unies, interaction avec les Nations Unies, qui sont l'institution indiquée pour ça, qui ont le soutien, qui ont le soutien des autres pays de la région, et qui ont les possibilités d'articuler toute action avec d'autres pays qui veulent soutenir, notamment du monde arabe, de l'Afrique, d'où que ce soit. Mais en même temps, l'Union européenne, bien sûr, pourra toujours regarder sa propre initiative, s'articulant avec les Nations Unies. D'ailleurs, les Nations Unies ont une personne formidable qui a déjà été nommée, M. Ian Martin, qui a énormément d'expérience. Je l'ai bien connu du rôle qu'il a joué au Timor oriental, par exemple, et qui peut mettre toute son expérience au service du soutien à ce processus de croissance démocratique, disons, de la Libye. Et là-dedans, bien sûr, que l'Union européenne jouera son rôle en tant que chaque État membre qui veut s'y engager, mais bien sûr subordonné aux principes et aux valeurs de l'Union européenne. Ce qu'on ne peut pas, c'est de revenir à la situation du passé où quelques États membres faisaient des affaires crapuleuse avec le régime de Kadhafi, y compris la délocalisation de la torture qui s'est passée pendant les années dernières avec le programme. Je sais que ça vous a scandalisé. On ouvre une parenthèse et allez-y, dites-moi. Ah non, ça ne m'a pas surpris. Je vous dis, ça me scandalise, mais ça ne me surprend pas parce que, en tant que membre de la commission du Parlement européen qui a fait l'enquête sur les extraordinary renditions, donc sur les vols, soi-disant vols de la CIA, on a vu, on sait qu'il y avait pas mal de vols qui faisaient justement la liaison entre Guantanamo et Washington et d'autres capitales et la Libye, et, des vols pour Benghazi, pour Mitiga, Tripoli ou pour Misurata. Et bien sûr, ça s'est passé dans les années 2003, 2004, et bien sûr, c'était des vols et des avions qui ont été bien identifiés comme des avions pour des transports des prisonniers. Donc, on savait très bien que la Libye était déjà un des endroits où l'administration Bush, avec la complicité des gouvernements européens, faisait la délocalisation de la torture. Tout ça, maintenant, est d'ailleurs appuyé par des documents qui ont été attrapés à Tripoli par Human Rights Watch. Donc, j'espère que ça va donner des enquêtes pour identifier, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a même un commandant rebelle entré à Tripoli qui a déjà dit qu'il était un de ces
prisonnier qui a souffert de la torture aux mains du régime de Kadhafi après avoir été délivré par des forces, par des avions de la CIA et donc avec la complicité des services secrets européens. Donc c'est tout ça qu'il faut absolument empêcher dans le futur. C'est tout ça qui, par exemple, le fait quand M. Sarkozy essayait de vendre des centrales nucléaires civiles au régime de Kadhafi, c'est affreux, c'est incroyable ça. En sachant tout l'historial du régime de Kadhafi. C'est pour justement ne pas laisser que quelques États membres, et l'Italie est bien sûr un cas dont on parle énormément à cause de tous les marchandages sur la question des migrations, pour que ça ne puisse plus se passer, que l'Union européenne doit assumer l'encadrement des relations avec la nouvelle Libye. On revient à la nouvelle Libye, la Libye du futur, et le rôle de l'Union européenne, le rôle civil. Alors, comment elle va agir concrètement? On parle de formation de la police, on parle du désarmement de la population, mais encore. Ouais, le désarmement, c'est vraiment une question capitale dès qu'on aura donc les conditions de sécurité et d'organisation minimale. Là, je pense déjà que soit les Nations Unies, soit l'Union européenne peuvent donner un soutien au TNC pour tout le processus de démobilisation, réintégration sociale des combattants et bien sûr toute la réforme des forces armées, du secteur de sécurité. À mon avis, il ne faut pas faire les erreurs que les Américains ont fait en Irak, par exemple. Ça sera en quelque sorte quelque chose qui va se faire comme cela se fait en ce moment au Kosovo, avec la mission Eulex. Non, je pense que c'est quand même différent. Il y a quelques similitudes, mais l'histoire et les conditions sont complètement différentes. Je pense que tout doit se faire, bien sûr, à la demande des Libyens, s'ils le veulent, s'ils ont donc le consensus pour une présence d'une mission spécialisée, par exemple, soit des Nations Unies, soit de l'Union européenne, pour les questions de désarmement, démobilisation et donc réforme de secteur de sécurité. On a de l'expérience, on peut les aider. Ça, c'est une question capitale aussi pour la sécurité, donc en Libye elle-même. Comme je vous dis, il ne faut pas démanteler l'armée, la structure, mais réorganiser. Et au niveau de la police, il faut créer une vraie force policiale avec des compétences propres et à mon avis il faut essayer d'aider le système judiciaire à fonctionner parce que avoir une police comme par exemple en Afghanistan, on forme une police, on forme des militaires mais on ne s'occupe pas du système judiciaire, ça à la limite ne va pas contribuer du tout au renforcement ou à l'établissement de la démocratie. En Libye, il faut soutenir aussi en même temps le fonctionnement d'un système de justice. D'ailleurs, peut-être les Libyens auront déjà le défi de juger, j'espère, Kadhafi et ses proches, et le faire selon des standards internationaux et de façon crédible et sans, bien sûr, j'espère, sans peine de mort. La Libye est le dernier pays de la Méditerranée du Sud qui n'a pas encore conclu un accord d'association avec l'Union européenne. Vous pensez que maintenant, il faut accélérer les négociations ? Bon, je ne dis pas maintenant parce qu'on n'a même pas un gouvernement provisoire en place. Mais du moment où il y aura un gouvernement, dès qu'il voit que ça c'est utile, on peut et on doit recommencer ces négociations, mais bien sûr dans d'autres termes que ceux d'avant. J'ai commencé à être rapporteur pour la Libye justement pour suivre au nom du Parlement cet accord qui était en négociation et qui était un accord qui négligeait complètement les questions de droits de l'homme, les questions de droits des réfugiés par exemple, de l'asile politique, les questions du traitement des migrants qui subissaient de la discrimination
épouvantables en Libye. Alors, il faut reprendre du moment où les nouvelles autorités libyennes auront vu l'intérêt de renégocier cet accord et de recommencer les négociations de cet accord, l'Union européenne doit être prête. Bien sûr, ce ne sera pas la priorité pour eux, certainement, mais l'Union européenne doit être prête à le faire dans des termes, bien sûr, qui respecteront les engagements de l'Union européenne en matière de droits, par exemple, de respect des droits de l'homme, droits des migrants, droits des réfugiés, des demandeurs d'asile, etc. Et ça pourra permettre justement d'encadrer ces relations que chacun des États membres va développer, bien sûr, avec la Libye. Mais je dirais que dans ce cadre, on peut envisager beaucoup d'autres initiatives. Déjà, comme on parlait de la réforme du secteur de sécurité, mais tout autres aspects concernant cet établissement d'institutions démocratiques au niveau de la justice, au niveau de préparation d'élections, d'un processus électoral, préparation d'un processus constitutionnel et bien sûr tout ce qui vient avec. Madame Gomes, vous disiez au début de l'émission que vous vous êtes rendue à Benghazi au mois de mai dernier. Vous avez aussi été scandalisée par l'appui du régime algérien à Kadhafi. Oui, j'ai mis dans mon rapport distribué aux membres du Parlement européen que là-bas, tout le monde, tous mes interlocuteurs étaient très gênés par le soutien qu'ils estimaient que le régime algérien donnait à Kadhafi, notamment mercenaires, transit d'armes, d'équipements, pour toute cette période où il a essayé d'abuser la population de Tripoli pour contrer la progression des rebelles. Et j'ai eu une réaction immédiate de l'ambassadeur algérien ici qui me disait que ce n'était pas le cas. Moi, je lui ai dit, bon, c'est la perception là-bas. Vous avez un problème avec vos voisins. Et bien sûr, quand on voit la façon dont l'Algérie a réagi maintenant avec des membres de la famille de Kadhafi et beaucoup d'autres choses, et sa résistance, sa reluctance à reconnaître le TNC en disant que maintenant on le fera dès qu'il y aura un gouvernement inclusif. De cette position ambivalente. Je pense que l'Algérie se fait des problèmes pour le futur. Il est peut-être un futur très proche, parce que je pense que les sentiments que j'ai vus à Benghazi étaient très forts contre ce soutien qu'ils savaient qui était passé par l'Algérie au régime de Kadhafi. Vous pensez que les peuples d'Afrique du Nord qui ne sont pas encore libérés, disons-le, hein, les Algériens, les Marocains, est-ce qu'ils vont pouvoir vivre dans cette situation de dictature? Est-ce qu'elle est tenable? Justement, je pense qu'une des raisons, c'est pas tellement de solidarité généreuse avec M. Kadhafi, mais c'est parce que le régime algérien se retranche, ne veut pas laisser l'ouverture que sa population demande, et c'est une population très jeune, qui va certainement, plus tôt ou plus tard, aussi avoir des demandes que les jeunes gens de tout le reste du sud du bassin méditerranéen sont en train de demander. Ce sont des valeurs universelles, les droits de l'homme, la dignité, les opportunités, la liberté, et le régime algérien se cache derrière ces prétextes de combattre le terrorisme, l'Al-Qaïda, comme d'ailleurs Kadhafi le faisait, et tous ces régimes le faisaient, mais en fait, c'est pour empêcher l'évolution, c'est pour empêcher la liberté pour leur peuple. Et je suis sûre que plus tôt ou plus tard, ça va se payer en Algérie. Et j'espère que ça se paiera en faveur du peuple algérien, de leur liberté. En tout cas, les États membres de l'Union européenne sont à présent très clairs. On l'a entendu dernièrement de la bouche de M. Sarkozy, que désormais, les Européens soutiendront tous les peuples de la région, donc de la Méditerranée, les pays arabes, des pays arabes qui se soulèveront, donc qui seront demandeurs d'un changement. Oui, j'espère que M. Sarkozy l'ait bien compris.
et en fait, le changement en Libye qu'il a opéré, et il a été capital. En fait, c'est M. Sarkozy qui a ordonné l'intervention militaire au moment crucial pour empêcher le massacre de Benghazi. Et ça, les gens en Libye le reconnaissent très bien, tout le monde vous le dira. Donc, mais il a donc changé complètement d'une entente très cordiale avec M. Kadhafi pour empêcher ce massacre et donc pour se mettre du côté des rebelles. Et donc j'espère qu'on ait bien vraiment tiré les leçons de tous les erreurs qu'on a commises en Égypte, en Tunisie, en Libye et en Algérie en ce moment et au Maroc, en soutenant toutes ces forces de la réaction dictatoriale, autoritaire, qui en fait se prévalent de le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour continuer de réprimer leur peuple. J'espère que la révision de la politique de voisinage que l'Union européenne vient de faire soit en fait assumée par les États membres pour comprendre que ce négliger des valeurs qui sont européennes mais qui sont en fait universelles, de la dignité de la personne humaine, de la liberté, des opportunités pour tous, c'est sur ces valeurs qu'il faut soutenir les gens qui se battent dans chacun de ces pays. Et donc on sait qu'il est temps de redéfinir le terrorisme, pour savoir finalement de quel côté il se situe. Justement, moi j'étais toujours une des personnes contre les gens qui parlent du terrorisme comme si le terrorisme, vous n'aviez que le terrorisme islamique, et qui parlent même du terrorisme islamique. On ne parle pas de terrorisme catholique, par exemple, à propos de l'Irlande du Nord. Pourquoi parler de terrorisme là? Terrorisme, c'est terrorisme, qu'il soit sous prétexte de l'islam, comme le fait Al-Qaïda, ou sous prétexte de n'importe quelle autre religion. C'est terrorisme, c'est criminel, point. Et il faut le combattre parce que c'est criminel, point, criminel. Il ne faut pas donner le statut politique qu'en fait ces groupes terroristes parfois qu'ils veulent obtenir, en invoquant, se faisant valoir des religions pour obtenir des buts politiques qui sont parfois absolument antidémocratiques, comme c'est le cas de Al-Qaïda. Et à mon avis, l'Union européenne ne doit pas faire le jeu des terroristes, soit qu'ils invoquent l'islam ou qu'ils invoquent quoi que ce soit. Par exemple, toutes ces années, on a négligé complètement le terrorisme d'extrême droite tel qu'il s'est exercé en Norvège récemment, d'extrême droite, qui d'ailleurs se prévaut peut-être des valeurs chrétiennes, et qui bien sûr n'a rien à voir avec ça, comme le terrorisme d'Al-Qaïda n'a rien à voir avec l'islam, et n'a rien à voir avec des millions de musulmans convaincus, qui bien sûr sont d'ailleurs les premières victimes du terrorisme, et qui ne méritent pas qu'on dise qu'on fait cet usage pervers de leur religion. On va arrêter l'émission là avec ce joli, j'allais dire, coup de colère de la part de Madame Gomes. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. On aura des nouvelles donc de vous dès votre retour de Tripoli. Merci d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve dans 2 semaines, à la même heure et sur la même chaîne, bien sûr.